Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attarde sur la figure de Louis XVII, dauphin de France, et le second fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mort le 8 juin 1795. Après l'exécution de son père, il est déclaré roi par les nobles et les immigrés sous le nom de Louis XVII. Néanmoins, son règne n'est que théorique. L'enfant reste emprisonné au temple où il trouve la mort le 8 juin 1795. Il est alors enterré secrètement au cimetière Sainte-Marguerite, où la rumeur laisse supposer que le dauphin s'est évadé. Vous voulez en savoir plus sur la mort de Louis XVII? Venez avec moi. Second fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Louis-Charles de Bourbon, né à Versailles en 1785, son parrain est Louis Stanislas Xavier de France, futur Louis XVIII, et sa marraine est Marie-Caroline de Lorraine, archiduchesse d'Autriche et reine de Naples et de Sicile, représentée par Madame Élisabeth. Duc de Normandie, il devient dauphin de France à la mort de son frère aîné en 1789. À partir du 21 janvier 1793, date de l'exécution de Louis XVI, les royalistes, les aristocrates émigrés et les grandes puissances européennes le reconnaissent comme successeur royal sous le nom de Louis XVII. Celui-ci ne règne pourtant pas. Son oncle, comte de Provence, assure la régence théorique et des monarchistes avancent des proclamations contre-révolutionnaires en son nom. Suite aux émeutes du 20 juin 1792, le peuple comprend que le roi ne fera aucun compromis et le mécontentement envers la famille royale s'accroît. Le 10 août, Louis XVI est définitivement déchu. Il est incarcéré avec sa famille à Paris à la tour du Temple, construite par les Templiers au Moyen Âge. Cette bâtisse carrée comprend 4 étages. La famille royale est d'abord logée dans une tour annexe pendant que l'on prépare le bâtiment principal. Le 29 septembre, Louis XVI peut enfin l'habiter. Il occupe le deuxième étage. Un mois plus tard, le dauphin rejoint son père, tandis que la reine s'installe au troisième étage. Quand le procès de Louis XVI commence le 11 décembre, le dauphin vit avec sa mère, sa sœur et sa tante. Il ne revoit son père que le 20 janvier 1793. 6 mois plus tard, le 3 juillet, il doit se séparer de sa mère. Il descend alors dans l'ancienne chambre de son père où il vit isolé. Après la mort de son père, Louis XVII est placé sous haute surveillance. Il est éduqué comme un enfant du peuple par le cordonnier Simon et sa femme. Ils lui apprennent à renier ses parents, à boire, à jurer et à chanter des chansons révolutionnaires. L'état de santé du jeune enfant victime d'une tuberculose osseuse se dégrade rapidement et les conditions d'hygiène déplorables au donjon accentuent sa maladie. Après le départ de ses éducateurs, il est laissé à lui-même, enfermé dans une pièce insalubre sans soins. Après la mort de Robespierre en janvier 1794, il reste détenu au Temple dans de meilleures conditions. Les conventionnels modérés songent à le remettre aux Autrichiens en échange de prisonniers français. Paul Barras, président de la Convention thermidorienne, qui a renversé Robespierre, rend visite à l'enfant dans sa prison. Il est trop tard pour envisager une libération. Au début de mai 1795, un médecin le décrit mourant, victime de la misère la plus abjecte, de l'abandon la plus complet, un être abruti par les traitements les plus cruels. Louis XVII meurt le 8 juin 1795 à l'âge de 10 ans et après presque 3 ans de captivité dans sa prison, probablement d'une péritonite, venue compliquer la tuberculose qui a déjà coûté la vie à son frère aîné. Marie-Thérèse Charlotte, dit Madame Royale, a plus de chance que son frère. Elle est livrée à l'Autriche le jour de ses 17 ans, le 19 novembre 1795, contre des prisonniers français. L'orpheline du Temple se marie en 1799 avec son cousin Louis d'Artois, duc d'Angoulême. Le cœur momifié de Louis XVII ayant été par miracle conservé grâce au médecin légiste Philippe-Jean Pelletan, qui l'avait examiné lors de son autopsie qui confirme le diagnostic de tuberculose. Louis XVII meurt dans sa prison le 8 juin 1795. Il est alors rongé par la tuberculose et brisé psychologiquement. Sa mort suscite de vives polémiques. Certains osent croire que l'affirmation de son décès est mensongère, qu'il s'est enfui et que le cadavre du temple est celui d'un autre enfant. De nombreuses rumeurs affirment que Louis XVII a trouvé refuge en Vendée. Ainsi, une trentaine de prétendants réclament leur droit à régner et entament une procédure judiciaire. Un certain Nondorf s'est même fait duc de Normandie en 1824 et ses descendants ont à plusieurs reprises saisi la justice française pour faire valoir leurs prétendus droits.
De 1810 à 1845, Karl Wilhelm Neundorf essaye en vain de se faire reconnaître par la famille royale française comme le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Il se constitue une cour, nomme des aides de camp, des officiers d'ordonnance, un ministère, etc. Il sera expulsé par les gendarmes de Louis-Philippe. Il trouve refuge en Angleterre, puis en Hollande, où il met au point la bombe Bourbon et devient directeur des ateliers de pyrotechnie de Delft. Comme on l'a vu, la mort de Louis XVII a suscité de nombreuses rumeurs d'évasion. La lumière d'une étude récente sur le cœur présumé de l'enfant conservé par plusieurs propriétaires. En 2000, des spécialistes de la génétique comparent son cœur avec celui de sa mère. Les résultats attestent l'appartenance de l'organe à Louis XVII et semblent mettre fin aux soupçons d'évasion affirmant que le jeune roi est bien mort au temple. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.